Donc, bonjour. Donc, vous avez aujourd'hui ma présence. En fait, nous sommes 3 infirmières sur cette équipe. Mes 2 collègues sont en congé. Voilà, c'est pourquoi vous me voyez toute seule. Nous attendons d'avoir un 4e poste d'infirmière pourvu. Et nous avons une supervision par un psychiatre 2 fois par semaine. Un 6e de temps de cadre et un psychologue bénévole qui vient pour le renforcement clinique et qui voit certains patients aussi. Et voilà, on peut commencer. Donc, notre équipe a été créée maintenant il y a un peu plus de 4 ans. C'était à la demande de la direction de la santé, des... ARS? ARS, non? ARS, merci. J'ai un gros rhume là, j'ai un peu. Donc oui, c'était à la demande de l'ARS et le docteur Sanchez Corres, avec son équipe, a décidé de répondre à cet appel. Donc nous bénéficions du budget ARS. Voilà. Mais notre équipe est rattachée administrativement à l'hôpital Théophile Roussel à Montesson. Notre mission est bordée par une circulaire qui, en ce moment, enfin depuis 1 an, est en train d'être revue au ministère de la Santé. Il y aura peu de changements, mais 1 ou 2 changements, notamment sur notre lien avec les CMP. Mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'on attend que tout cela soit officiel. Donc, la première circulaire, elle date du 23 novembre 2005. Pour prendre en charge les besoins en santé mentale des personnes qui ne pouvaient pas bénéficier, qui échappaient à la sectorisation, qui ne pouvaient pas bénéficier de la sectorisation du fait de leur mobilité résidentielle. SDF, demandeurs d'asile, personnes en fuite, personnes exclues de leur logement. Voilà, on peut passer à la deuxième. Donc, notre champ d'intervention, c'est le 78 Nord. C'est à peu près le même que la DAC Nord, hein, j'ai l'impression. Donc, on couvre en gros tout le secteur autour de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, le Mantois, autour de Meulan-les-Mureaux et autour de Saint-Germain-Poissy. On couvre donc 10 secteurs psychiatriques. Si vous me poserez la question si les secteurs psychiatriques vous posent problème, en fait, l'idée des secteurs psychiatriques, quand ils ont été créés, c'est que tout le tiroir, tout le territoire, toute la France puisse donner accès aux soins en psychiatrie, quel que soit l'endroit où se trouve une personne. Donc, il y avait un secteur défini pour qu'elle sache où se rendre et création des CMP, des centres médico-psychologiques, qui font le relais quand il y a une hospitalisation ou vers lequel les gens peuvent aller en primo-intention pour se faire soigner ou envoyés par leur médecin traitant, etc. Donc voilà, donc on est mobile, hein, c'est-à-dire qu'on a 2 voitures et qu'on se déplace vers les gens. Donc ça peut être dans la rue, ce qui est rare. Le plus souvent, vu la configuration du 78 Nord, c'est beaucoup des hébergements de demandeurs d'asile. Parce que Paris ayant peu d'immobilier, beaucoup de ces gens qui se retrouvent, qui étaient à la rue, Aubervilliers, Porte de la Chapelle, tout ça, se trouvent soit en CHU, soit en UDA ou CADA, qui sont les lieux où sont accueillis les demandeurs d'asile. Et nous, on en a beaucoup. L'idée, les objectifs, eh ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de précarité et d'exclusion. Donc, quand on dit précarité et exclusion, c'est des fois des petites différences de langage avec le social. Nous, c'est surtout des précarités d'hébergement qui font qu'ils ne peuvent pas entrer dans une sectorisation, du moins au début de la prise en charge. Ceci m'amène à dire la fin de la phrase qui est là en premier, c'est que nous ne sommes pas non plus
amenés ou conçus pour suivre une personne jusqu'à rémission complète de ses troubles. À partir du moment où on a instauré un traitement qui soit psychologique, psychoté ou médicamenteux, à partir du moment où on a instauré ce traitement et que la personne, elle commence à aller mieux, qu'elle se sent bien, c'est un peu stabilisé, on va plutôt l'orienter dans le cadre de tout ce qui est trouble de l'humeur, dépression, état anxieux, psychotrauma, vers un médecin généraliste qui est tout à fait habilité à savoir comment et quand arrêter les antidépresseurs. Et par contre, si la personne souffre plutôt d'une psychose, à ce moment-là, on va accompagner la personne au CMP, on assistera au premier rendez-vous pour l'accueillir jusqu'au bout. On fait bien sûr des lettres avec tout ce qu'on a fait, des lettres qui récapitulent ce qu'on a mis en place. Voilà. Alors, on a deux missions. Là, je vous ai surtout parlé de la première, hein, qui est le public cible, c'est-à-dire les personnes ne disposant pas de logement pérenne. Ça peut être moins de 3 mois dans un lieu, puisque pour être admis dans un CMP, il faut habiter 3 mois dans la ville, voilà, enfin dans son logement. Il faut bien sûr que la personne souffre de troubles psychiques, hein, qui soient, donc, comme je vous disais, de l'ordre de trouble de l'humeur ou de l'ordre de psychose. Et notre deuxième mission, c'est envers des acteurs de première ligne, c'est-à-dire ceux qui sont à s'occuper au niveau social, au niveau bénévole, de personnes en précarité. Donc, on va leur donner des conseils par téléphone, on va recevoir leurs demandes, trier avec elles si c'est de notre recours, si c'est de ça relève de nos soins, ou s'il faut les adresser, et là on leur donne des adresses. Ça peut être aussi des tables cliniques, c'est-à-dire une équipe se trouve en difficulté. Bon, ce qu'on rencontre le plus, c'est avec une personnalité paranoïaque qui est très difficile à gérer pour une équipe. Et ça peut être d'aller les rencontrer, de parler avec elles, de voir ce qu'ils ont mis en place, là-dedans tout ce qui marche, et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer d'après ce que nous, on a l'expérience. Voilà. On peut aussi, alors, comment on dit, référent psychiatrique dans certaines instances. Par exemple, le SIAO nous a sollicité là depuis 3-4 ans pour venir à certaines réunions pour aider à l'orientation dans un hébergement, quel hébergement convient le mieux à telle personne en fonction de ses troubles. Donc là aussi, on peut être amené à siéger à ce genre d'instance, ainsi que dans certains cas complexes pour des SAS, des services d'accueil social, je ne sais plus comment on dit, secteur d'action sociale, à la demande des assistantes sociales. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors, notre cadre d'intervention. Donc déjà, vous avez compris, on se déplace, on prend notre petite voiture, on se déplace auprès d'elle. Pour que cette prise en charge soit possible, notre circulaire nous formate. Hein. Il faut bien sûr qu'elle présente des troubles psychiques. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour des personnes dans le social, donc on discute avec elles, qu'est-ce qu'elles remarquent. Voilà. Après, eh ben, il faut qu'elles se trouvent en précarité de logement. Il faut que ce soit dans le 78 Nord. Bon, sinon, on peut aider à faire une orientation. Hein. De toute façon, on est toujours là pour des conseils. Et il faut qu'ils soient adultes, donc 18 ans ou plus. On n'est pas une équipe d'urgence, ni une équipe de crise. Ça veut dire que s'il y a une crise aiguë, vous nous téléphonez, les gens nous téléphonent en disant il est en train de tout casser, venez vite, c'est pas nous. C'est la police, c'est les pompiers, voilà. De même, une personne qui est suivie dans un CMP, nous ne la prendrons pas en charge, nous favorisons l'endroit où elle est connue. Donc, on donnera des conseils au travailleur social pour savoir comment
aider à ce que la personne accepte d'aller à des rendez-vous CMP. Donc ça aussi, je vous disais, les CMP, oui. Alors, qui n'est pas suivi dans un CMP depuis 3 ans. En fait, des fois, on nous envoie des personnes et elles ont changé d'endroit. Alors, bien sûr, pas à Marseille, mais si c'est en région parisienne et qu'elle était suivie il y a moins de 3 ans encore dans un CMP, on va essayer de faire en sorte qu'au moins pour la reprise du soin, la reprise du traitement, elle aille encore une fois dans le CMP qui la connaissait en région parisienne. Bon, donc c'est pas trop loin. Sinon, ben, on demande à ATS de faire, voilà, après il y a des choses qui se passent entre CMP qui sont possibles. On prévient que la personne elle est là maintenant pour faire venir des dossiers, enfin voilà. Et puis, oui, ça c'est important, le dernier item, ce n'est pas la personne qui va prendre son téléphone. Une fois, surtout au début, c'est un médecin traitant qui avait donné notre numéro de téléphone à un de ses patients. Et le patient nous a téléphoné. Ou alors c'est arrivé qu'une famille nous téléphone. Ça ne se fait pas comme ça. En fait, on a remarqué que dans le soin, on ne peut pas avancer si au niveau social, ça ne s'améliore pas. S'il n'y a pas en même temps un soutien social. Nous, on ne peut pas, on ne fait pas les deux. Mais par contre, excusez-moi. Mais par contre, on va travailler en lien avec la personne qui nous l'adresse. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'elle soit bénévole, qu'elle soit assistante sociale, qu'elle soit travailleur social, qu'elle soit même du RS, enfin, s'occupant du agent du RSA, comme ça. Du moment que quelqu'un s'occupe socialement de la personne, nous, on va pouvoir travailler parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui s'améliorent. Nos médicaments, ils ne font pas tout, ils ne donnent pas la sécurité d'un logement, ils ne donnent pas la sécurité d'un travail. Donc, il faut vraiment avancer ensemble. C'est pour ça qu'on ne prend pas les gens tout seuls ou une famille sans qu'il y ait un suivi social du tout. Après, on va essayer, nous, faire des recherches pour savoir à qui ils peuvent s'adresser pour avoir un suivi social. Une fois, on a tout simplement trouvé dans un accueil de jour un travailleur social qui a accepté de s'occuper de la personne qui venait 1 ou 2 fois par semaine dans cet accueil de jour pour pouvoir prendre nous la personne. Voilà, là, vous voyez le petit mot, excusez-moi, juste avant, juste pour que vous sachiez, le professeur Mercuel, dont est la petite phrase « il faut aller vers pour faire venir », c'est notre référent pour toute l'Île-de-France et pour certaines choses, même de la France entière, c'est notre référent, notre coordinateur des EMPP d'Île-de-France et des PASS aussi, je crois, maintenant c'est un peu nouveau, et les PASS, qui nous fait tous les mois un copilotage en visio pour parler des nouveautés, qui nous organise une journée nationale. Et il a créé l'équipe, le MPP de Sainte-Anne. Voilà. Alors, donc, 3 formes de soutien possibles. Bon, ben, je vous l'ai déjà dit, je ne me souvenais plus de cette diapositive. Déjà, on écoute la demande, que ce soit une orientation, que ce soit un début de prise en charge décidé. Il y aura cette concertation avec la personne qui nous adresse le patient, et ça tout au long de la prise en charge. Ensuite, des tables cliniques, je vous ai dit, autour d'une situation difficile, d'un positionnement à trouver. Une information. Alors, on ne fait pas tellement de cours magistraux, c'est plutôt sous forme d'échange. Et puis, les instances territoriales, je vous en ai parlé, CLSM, ITS ou SIA. Alors, voilà concrètement comment ça se passe. Donc, on a une demande, soit par téléphone, soit nous avons une fiche de sollicitation pour les équipes qui nous connaissent. C'est plus facile pour les noms, les dates de naissance et tout, d'avoir tout écrit. De tout déjà inscrit sur une feuille. Voilà. Après, on va faire une enquête, on va avoir des échanges avec différents partenaires. Par exemple, une dame en CHU, elle est enceinte. Ah, ben, qui est-ce qui la suit?
Est-ce que les choses sont mises en place? Et dans ce cas-là, on contacte les infirmiers, la sage-femme, la puéricultrice, enfin tous les gens mis en place pour dire que nous instaurons un traitement, tel traitement, et on va travailler avec eux, on va obtenir aussi des renseignements, comment le précédent bébé est mort, voilà, tout ce genre d'enquête qu'on peut faire, par qui elle est suivie, est-ce qu'elle a un médecin généraliste, ou il a un médecin généraliste, est-ce qu'il a un médecin traitant, est-ce qu'il est suivi pour son sida, pour sa tuberculose, etc. Donc on fait aussi, en fait on a un rôle aussi, même si on n'est pas, on va pas faire de la médecine somatique, mais notre intervention aide aussi à une meilleure santé physique, parce qu'on va se mettre en lien avec. Donc une fois qu'on a notre recueil, qu'on a bien cerné la situation, on a décidé de prendre la personne, ou on hésite à la prendre. On a en tout cas une réunion hebdomadaire où il y a le psychiatre et on détermine les possibilités et les modalités d'intervention et le traitement. C'est-à-dire que soit la situation ne pose pas de problème, c'est une situation qu'on rencontre, un demandeur d'asile qui fait un psychotrauma, voilà, donc ce qui nous semble faire un psychotrauma, dans ce cas-là, on va aller le voir et la réunion la réunion d'équipe se fera après qu'on ait vu la personne, qu'on puisse amener des éléments cliniques à notre médecin. Si on hésite à prendre la personne en charge pour différentes raisons, dans ce cas-là, on en parle avant en équipe. En tout cas, il y a toujours rencontre de la personne afin de ramener les éléments nécessaires à notre médecin pour pouvoir faire son diagnostic et entamer un traitement. C'est facile pour nous de rassembler les éléments cliniques pour tout ce qui est les états anxieux, les troubles de l'humeur, le psychotrauma. On a des formations, on est vraiment bien formés. Ce qui est plus compliqué parce que c'est plus vaste et plus particulier, et il y a tellement de choses, c'est tout ce qui est les psychoses. Heureusement, ce n'est pas la plupart de notre activité, mais s'il y a des signes cliniques de psychose, à ce moment-là, c'est le médecin qui va se déplacer, ou si c'est possible, qu'il y ait une bonne confiance entre la personne et son travailleur social, qui va venir à l'hôpital Théophile Roussel pour rencontrer le médecin et peaufiner notre première évaluation, qui est que là, il y a des étrangetés, des bizarreries. Voilà. Ensuite, eh bien, le médecin pose un traitement. Nous allons voir sous 10 jours comment la personne tolère le traitement et on la suivra ensuite tous les mois pour voir si le traitement améliore son état. Donc, ça peut être, je dirais, en moyenne 6 mois de suivi, parce qu'on les voit en 6 mois, ça fait 7 fois où on les voit. Ça peut être moins, mais ça peut être plus. Parfois, c'est plus, même si la personne commence à aller bien, parce que nous pouvons bénéficier de médicaments par notre hôpital. Donc, une personne qui n'a pas son AME, qui n'a pas de CSS, nous pouvons, l'hôpital Théophile Roussel, fournir le traitement à la personne. Et des fois, il faut attendre plus longtemps qu'on ne voudrait parce que c'est nous qui donnons le traitement et on ne peut pas l'arrêter. Et il existe très peu de dispositifs qui peuvent donner nos traitements. Les PASS rechignent beaucoup, ne suivant pas les personnes à donner des traitements de psychotropes. Et donc, voilà, ce qui fait que nous pouvons suivre plus longtemps les personnes. Mais ce n'est pas la normalité. Et puis, quand on voit que la personne est stabilisée, que ses symptômes sont bien en train de se calmer, il faut savoir qu'un traitement antidépresseur, c'est au moins 6 mois, 1 an, au moins, avec une surveillance. Et ensuite, quand on est assuré qu'elle va vraiment mieux, il faut diminuer progressivement. C'est pour ça qu'on va adresser la personne au médecin traitant. Si c'est de l'ordre d'une psychose, alors là, bien sûr, c'est encore un traitement bien plus long et on va adresser au CMP, voilà, en relais de ce qu'on aura commencé. Ah ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Excusez-moi, je croyais qu'il y avait une autre slide, mais non. Oui, moi aussi, mais bon, voilà. Alors, je vais couper le partage d'écran pour que ça soit plus sympa. Est-ce que nous avons des questions? Bah, c'est super si tout est clair. Moi, j'en ai une. Du coup, votre médecin psychiatre peut prescrire. Ah ben, il est là pour ça. Ouais, parce ok. que nous, on ne peut pas prescrire. On fait déjà beaucoup pour des infirmières. C'est, comme on dirait, un peu nouveau, vu on est presque des infirmières en pratique avancée sans en avoir encore le diplôme. Mais alors on ne peut pas nous-mêmes, hein, les infirmières en pratique avancée, un traitement existant, elles peuvent elles-mêmes le modifier. Nous, on ne peut pas. Mais en tout cas, on est habilité à rassembler tous les éléments cliniques qui vont permettre aux médecins. Donc, il y a des patients qui ne sont jamais vus par le psychiatre. Donc, voilà. Mais on ne prescrit pas, nous. Non, bien sûr. On est un peu, pour faire simple, notre médecin, c'est un peu Dr House, vous voyez. On vient vers lui, et lui, et il est très performant pour ça. Et s'il y a la moindre question, il voit le patient. Cécile Taillard, je crois que tu as une question. Oui, bonjour. Moi, je travaille au DAC, je suis coordinatrice de parcours de santé. J'avais une question, tout à l'heure, vous parliez de précarité plus par rapport à l'hébergement, au logement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je me demandais, est-ce que quelqu'un qui habite dans un logement mais qui n'est pas adapté, qui est plutôt temporaire, est-ce que vous considérez que ça peut être votre public aussi? Alors là, on va vous questionner sur le temporaire. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il risque d'un moment à l'autre de ne plus être dans ce logement? C'est comme les personnes qui sont en instance d'être expulsées. Plutôt que d'aller les chercher dans la rue, ce qui est quand même une démarche pas toujours facile, hein. On s'est cassé le nez plein de fois. Il suffit que quand on va à Mantes-la-Jolie, 3/4 d'heure de route, on arrive à Mantes-la-Jolie, il est parti faire pipi, il n'est plus sur son trottoir. On attend, on regarde les routes autour et on repart, voilà, et ça 2-3 fois, après on abandonne. Donc, c'est mieux de faire connaissance de la personne avant qu'elle quitte l'hébergement, de pouvoir entamer un lien avec elle, et ensuite, elle nous autorise à avoir son portable et on va pouvoir la joindre. D'accord. D'accord, ok. Merci, c'est plus clair. Madame Bayeux? Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à la communauté des gens du voyage, où effectivement, alors il y a des communautés qui bougent beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont des points d'ancrage. Et après, par contre, ils bougent souvent dans les familles, dans des régions de France, des choses comme ça, mais avec toujours leur caravane qui reste sur un terrain dédié. Du coup, on rentre bien dans le champ de quelque chose de plutôt précaire. Et par contre, le problème qu'on a chez certaines de ces familles-là, c'est qu'ils ont souvent des associations qui ne sont pas à proximité, qui, soi-disant, s'occupent de leur situation sociale, mais ce n'est pas toujours très très clair, et je ne suis pas certaine que le travail de collaboration et de collégialité soit très facile à faire avec ces structures-là. Est-ce que vous avez ce genre de situation, et du coup, comment vous gérez ce genre de situation? Alors, on n'a jamais soigné des gens du voyage. Depuis 4 ans, ça ne s'est pas fait. Là, quand vous me parlez, je me dis que si c'est un cas que vous rencontrez, on peut en parler avec la psychologue. Vous êtes psychologue, hein, je vois sur votre étiquette. Donc, dans ce cas-là, on en parle avec vous. On voit comment faire. On en discute, on fait des recherches. Voilà. En tout cas, on n'est pas tout seul sur la situation. Vous êtes là avec une connaissance de la situation et on va voir ce qu'on peut faire. On en discute. Mais je pense à des situations dans lesquelles moi, je n'assure pas le suivi. Où je vois, on va dire en one shot, un patient, où c'est des situations où parfois je fais appel à des associations de communauté du voyage, mais qui n'ont pas de suivi psychologique, ni psychiatrique et tout ça, et où je suis dans justement cette impasse-là, de ne pas savoir comment faire parce que les CMP, la situation, c'est pas adéquate. Et effectivement, c'est pour ça que ça fait écho justement à ces situations-là, ce que vous proposez en fait. Ah, alors ça, c'est notre travail pour le soin. Moi, ce que je pensais que vous me disiez, c'est au niveau du suivi social.
A priori, je dirais comme ça, comment on pourrait dire, faut qu'on en discute cas par cas, mais s'il y a une association qui quand même s'occupe au niveau, s'il y a un problème social, ça se trouve, il n'y en a pas, c'est juste un problème de soins. Dans ce cas-là, on ne va pas aller, oui, il y a toujours un peu, bon, je ne connais pas bien la situation. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est mettre en place quelque chose pour qu'il y ait un référent s'il y a une situation sociale à améliorer, c'est sûr. Pour le soin, il n'y a pas besoin qu'il soit, je ne sais pas comment a été formulée votre question, mais le soin, ça va être nous, hein, il n'y a pas besoin de voir un psychologue. Après, ça va être, on va travailler le lien, on va voir leur détermination à se faire soigner. Et dans ce cas-là, sur Paris, il y a des psychothérapies gratuites, des choses comme ça. Mais après, c'est du lien, c'est de la confiance. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'autour d'eux, ils sont entourés pour se faire soigner? Les autres sont conscients de leurs problèmes pour qu'ils soient aidés dans cette démarche qui n'est pas facile, je pense, pour les gens du voyage. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même une communauté qui compte beaucoup sur elle-même et pas trop sur l'extérieur. C'est très compliqué, justement. C'est un des freins, justement. Hein. Ils n'aiment pas trop qu'on vienne à eux. Et en même temps, c'est le seul moyen de les aider aussi. Donc, oui. Dans ce cas-là, là où on va insister, c'est sur la souffrance. S'il y a une souffrance, la communauté est capable de l'entendre. Mais il faut ce travail. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons une question de la part de la mairie d'Acher. Je vous laisse prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. J'ai une petite question au regard des accompagnements que vous mettez en place, donc en lien avec le référent social. Est-ce que vous exigez que la personne accepte ces échanges, cette rencontre, ou si vous êtes face à une personne qui est dans le déni, vous êtes en mesure d'intervenir? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, on a une sorte de ruse qui n'est pas négative, qui est de dire que dans ce cas-là, au référent social ou à la personne qui nous adresse l'homme ou la femme, de lui dire qu'elle va faire appel, moi, travailleur social, je fais appel à des collègues pour m'aider à mieux répondre à votre besoin. Dans ce cas-là, nous venons à une réunion au sujet d'un dossier, un truc à régler, une réunion avec, donc, comme elle a, avec où elle voit régulièrement les personnes dont elle s'occupe, la travailleuse, et on va être là, juste pour être là. Et comme sous l'étiquette aide à la travailleuse sociale. Et on va voir si un lien est possible. Au moins, ça permettra de faire une observation clinique sur la pertinence d'amener aux soins cette personne et les élèves, voilà. Et après, voilà. Si on sent qu'elle nous regarde plutôt sans être effrayée pendant la réunion, on va pouvoir se permettre une question ou deux pour qu'un dialogue s'amorce. Et puis, ça peut durer un petit temps jusqu'au moment où peut-être elle acceptera de nous rencontrer pour plus échanger et peut-être le soin. Mais des fois, c'est dans la durée que ça se... Oui, ça peut prendre du temps, effectivement. Merci. Et c'est ça, la psychiatrie, ça prend du temps. Très bien. Par contre, j'ai bien compris que vous n'intervenez donc pas chez les personnes qui ont leur propre logement, qui dépendent du logement social, par exemple. Et ça nous fend le cœur, mais bon, on est obligé de se tenir pour pouvoir rester... pouvoir répondre aux demandes, à rester dans notre cadre. Des fois, c'est pas toujours bien compris parce qu'on se dit, ben oui, mais il en a besoin. On est persuadé. Nous, notre petit cœur d'infirmière, il aimerait bien aller voir la personne au domicile. La personne qui a un grand adulte, la maman qui a un grand adulte de 40 ans, qui va pas bien depuis des années et qui est là dans l'hébergement, ben oui, mais s'il veut pas, il va pas aux soins. Mais non. Alors ça, ce sera par contre plutôt... Alors, j'en suis pas sûre parce que l'équipe est en création chez nous. Sur le secteur 6, 7, 8, autour, c'est-à-dire Maison Lafitte, Sartrouville, Houille, Beson, Marly,
voilà, va se mettre en place, chapeautée par donc, Théophile Roussel, une équipe de crise. Et sous réserve, parce qu'elle ne nous a pas été encore présentée, je pense que ce genre de démarche au logement peut être de l'ordre de l'équipe de crise, qui n'est pas une équipe qui intervient comme le feraient les pompiers et la police quand ça pète. Non, c'est plutôt une équipe qui va voir au domicile, mais sous réserve. Mais il y a voilà, ce trou dans la raquette du soin va peut-être être comblé par ce qu'on appelle une équipe de crise. D'accord. Merci. Est-ce que vous intervenez en binôme, du coup, à domicile des patients? Comment Alors, pour la première rencontre, on est toujours en binôme. Et après, s'il n'y a pas de problème particulier de dangerosité, ou un collègue peut avoir un besoin pour se rassurer, ou pour avoir un éclairage au cours de la prise en charge, qu'on soit à deux, on est à deux. Mais après, la première rencontre, le suivi se fait seul. Sachant que, bon, alors je pense qu'on a très peu de gens à la rue. Peut-être que si on avait beaucoup d'interventions à la rue, on serait par deux. Pour aller dans les squats, tout ça, c'est plus inquiétant peut-être. Mais on en a très peu. C'est vraiment une toute petite part, la personne sans domicile fixe. C'est beaucoup le demandeur d'asile, le centre d'hébergement d'urgence, voilà, les personnes expulsées. Et s'ils sont à la rue, c'est qu'on les a suivis d'abord en hébergement de demandeurs d'asile, qu'ils ont été déboutés par les CNDA et qu'ils se retrouvent en fuite ou sans ressources et exclus de leur hébergement. Dans ce cas-là, ce sont des demandeurs d'asile qui deviennent SDF. Et là, on les suit, mais c'est différent parce qu'ils nous connaissent, ils peuvent venir même à nos bureaux. On n'a pas le même rapport, il n'y a pas de souci. Et là, on peut continuer tout seul. Alors, il y a des nouvelles questions. Je vais prendre Madame Riaïoff. Oui, bonjour. Moi, du coup, j'avais une question par rapport au public demandeur d'asile. C'est quand même un public où il y a la barrière de la langue. Du coup, comment vous composez avec ce frein, pour votre accompagnement? Alors, c'est pas bien sûr la panacée. On préférait parler toutes les langues africaines et le dari et le pachtou et voilà, et l'arabe, ce serait super. Parce que on sent des choses dans le ton, quand on connaît la langue, les mots choisis, c'est plus pertinent. Mais nous avons, comme tous les hôpitaux l'ont, parce que c'est dans le droit des patients, c'est dans la charte des droits du patient, à une traduction. Donc, nous avons un organisme qui s'appelle ISL, que nous pouvos avoir par téléphone ou en présentiel. Parfois, dans certains cas, c'est mieux que la personne soit présente. Le traducteur soit présent en chair et en os. Et ça peut donner d'excellents résultats parce que c'est quelqu'un souvent du pays et ça peut être très réconfortant. Et il peut donner des fois, pendant que le patient le raccompagne à la gare, il peut y avoir des échanges. Enfin, les fois où on l'a fait, ça peut être fructueux. Donc, nous bénéficions d'une traduction. Merci. Alors, je ne vais pas forcément dans l'ordre de ceux qui ont posé la question, mais je prends plutôt ceux qui n'ont pas encore posé de question. Donc, il y a Monsieur Joseph Morel Guillemès qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Je voulais une confirmation en fait parce que je suis également bénévole d'une association locale qui s'appelle Un Toit pour tous et qui intervient auprès des familles qui vont être expulsées. Donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit il y a quelques minutes, une famille qui serait dans un stress avancé du fait d'une procédure d'expulsion, on pourrait vous contacter pour les assister dans leur… Oui, pour les assister. avant qu'ils soient à la rue, tout à fait. Tout à fait. Alors, sachez cependant qu'il y a aussi les équipes mobiles, les équipes EMP, les équipes mobiles passerelles, qui font ce job de faire le lien entre le bailleur et la personne risquant d'être expulsée avant que ce soit trop avancé pour essayer de maintenir dans son logement la personne ou de faire un lien vers une prise en charge. Donc ça, après, ça se discute au cas par cas.
En tout cas, nous, on est en lien avec eux. Ils sont supervisés par notre psychiatre des équipes mobiles passerelles qui dépendent de l'association Falleret. Alors, leur limite, c'est qu'ils sont du privé et qu'il faut que le bailleur social, il ait payé l'œuvre Falleret pour bénéficier de cette équipe. D'accord. Alors, nous, on est un service public, c'est tout le monde. Ok, merci. Nous avions la mairie d'Achères qui avait une seconde question. Oui, donc dans ce cadre-là, vous intervenez donc à titre gratuit? Oui, oui, on est service public. Oui, oui. Tout à fait. Merci. Cécile, je ne sais pas si tu avais encore une question. Oui, merci. Tout à l'heure, vous avez dit que la personne peut être accompagnée par le CMP et vous pouvez en parallèle intervenir. Non, du tout. Ah voilà, Non. je n'étais pas sûre. Quand on reçoit la demande, si on découvre dans notre enquête, en questionnant un travailleuse sociale ou une autre personne qui était, voilà, dont on avait les coordonnées, et qu'on découvre que cette personne, il y a moins de 3 ans, elle était suivie en CMP. Nous, on va se mettre en lien au CMP, voir les possibilités qu'ils ont de reprendre la personne, parce qu'on a été sollicité, que pour telle et telle raison, maintenant, elle est à la rue. Voilà. Et non, donc on va faire le lien. Et on va favoriser le fait qu'elle est connue, il y a un dossier pour elle, il y a les antécédents, les médecins savent pourquoi ils ont donné ce traitement. Vous voyez, voilà. On ne va pas tout refaire ce travail s'il est connu. Si c'est plus de 3 ans, on va faire la même démarche, mais on va le suivre, parce que là, il est sans soin. Plus de 3 ans, les CMP ne sont pas obligés de le reprendre. Et s'il y a besoin, on refera un lien avec le CMP où il séjourne. Alors, les CMP sont débordés, travaillent dans des conditions très difficiles, et nos demandeurs d'asile ou autres personnes qui en plus ne parlent pas bien le français, c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps. C'est des fois compliqué pour eux. Mais grâce à nous, quand on leur envoie quelqu'un, c'est bien bordé la situation. On a bien fait le travail d'approche. La personne, on a son historique, on peut avoir commencé à faire un traitement, et puis c'est assez rare en fait, c'est pas si souvent que ça. Donc on va faire le lien avec le CNP, voilà, s'il y a trop longtemps qu'il n'appartient plus à aucun CNP. D'accord, merci. D'accord. Marjorie? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant vos domaines d'intervention. Est-ce que un problème d'addiction qui souvent est accompagné de syndrome dépressif ou anxio-dépressif, c'est aussi votre domaine d'action ou pas? Alors, là aussi, il faut qu'on en parle. Parce que si l'addiction est au premier plan, la personne, elle consomme depuis plusieurs années, que sa vie, elle tourne autour de là-dessus, ça ne va pas être nous. Parce que nos psychotropes, nos traitements, on ne peut pas les donner à des personnes qui boivent de l'alcool, par exemple. Mais, ceci dit, nous sommes en lien avec LHSS, Lit Halte Soins Santé, qui ont depuis 2 ans une équipe mobile, et on s'est partagé le travail pour le 78 Nord. Donc eux, ils s'occupent de tout le 78. Et pour ce qui concerne le Nord, si nous, on sent que l'addiction, elle est au premier plan, on va aller adresser la personne qui nous interpelle, on va l'adresser à cette équipe. Et cette équipe qui pourra après, si elle trouve que bah non, c'est vraiment la dépression qui fait qu'il consomme de temps en temps de l'alcool, mais ce n'est pas du tout le problème, dans ce cas-là, il nous le renvoie. Mais donc maintenant qu'il y a cette équipe LHSS qui s'est construite, eux, vous savez, ils dépendent de, comment ça s'appelle, Rabic là,
L'élan J'ai- retrouvé. Le centre l'élan Gilbert Raby à Melun. Le centre Gilbert Raby, donc qui sont vraiment l'addiction, c'est leur truc. Toutes les infirmières qui travaillent là ont travaillé dans les locaux. Et en plus de ça, si le lien, elles peuvent bien le travailler, elles peuvent décider la personne à faire une hospitalisation pour une cure ou pour quelque chose. Donc, c'est vraiment les plus adaptés dans le cas de toxiques. D'accord, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Il y a des questions sur le chat. La première, c'est est-ce vous qui, lors de l'orientation vers un CMP, orientez aussi sur les travailleurs sociaux du CMP? Est-ce que ça nous est arrivé? En fait, ça va être comment dire, ça va être le travail du travailleur social qui nous a adressé la personne. C'est à elle de voir après, avec sa collègue du CMP, comment elle s'arrange. Mais non, s'il y a un travailleur social, il y a un travailleur social. On lui dit qu'on accompagne la personne, elle est au courant qu'il aura ce premier rendez-vous au CMP, que maintenant il doit aller au CMP, et si elle a besoin d'aide pour la prise en charge, eh ben, elle verra avec sa collègue du CMP. Mais non. La question se pose plus s'il y a une hospitalisation, je crois. Parce que quand il y a une hospitalisation, des fois les hébergements, alors c'est pas gentil de ma part, mais c'est aussi qu'ils ont des pressions. Mais il se peut que la place ne soit plus libre quand il va sortir d'hospitalisation. La place qu'ils occupaient, le lit qu'ils occupaient dans l'hébergement, il n'est plus libre. Ils ont été obligés de le donner à un autre demandeur d'asile qui était sur la liste d'attente. C'est l'OFI qui gère, ce n'est pas les hébergements qui font leur sauce, hein. C'est des obligations de l'État. Donc là, oui, il faut vraiment nous, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait un relais avec la travailleuse sociale d'hospitalisation pour voir dès le début de l'hospitalisation où va aller monsieur ou madame. Se retrouver à la rue avec un traitement psychotrope, c'est pas génial. Donner un traitement pour dormir et dans un local poubelle, c'est pas formidable. Ou dans un buisson derrière la gare. Merci. L'autre question était, les personnes que vous suivez peuvent-elles avoir dans un deuxième temps accès au CMP? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que je vous disais. Nous, on évite, pour la plupart des cas, c'est le médecin traitant. On essaie de trouver un médecin généraliste avec la travailleuse sociale qui pourra continuer le traitement. En plus, maintenant, on a un petit carnet d'adresse. On connaît un psychiatre qui parle de Dari pour les Afghans. C'est très chouette. En plus, ce psychiatre il fait aussi des psychothérapies dans la langue. Enfin, voilà. Donc, on connaît un peu quelques personnes. S'il n'y a pas la langue, ce n'est pas possible. À ce moment-là, on va adresser, surtout pour les psychoses, on va adresser au CMP, du lieu où réside la plupart du temps la personne, où elle a ses habitudes. Il y a un comment ça s'appelle? Ah, moi, je suis perdue dans tous ces trucs administratifs. Il y a une note de l'ARS qui dit que donc, pour l'adressage au CMP, en cas d'hébergement non pérenne, ce qui compte, c'est le lieu où la personne, pour choisir le CMP, le lieu où la personne réside la plupart du temps ou qui est le plus facile d'accès pour elle. Voilà. Donc, ça, voilà. Mais c'est une discussion avec les CMP qui sont déjà débordés et quand ça nous arrive de devoir adresser, c'est pas évident. C'est pas évident qu'il veuille venir quelqu'un voilà, en plus. Mais on ne le fait vraiment que pour les cas de psychose, de traitement qui doit être qui ne sont pas possibles, qui soient suivis par un médecin généraliste. Ils sont trop spécifiques.
Une autre question est, pouvez-vous être d'un premier conseil pour savoir comment mieux adapter la prise en charge sociale? Bien sûr, c'est ce qu'on fait, c'est les cas cliniques. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les tables cliniques. On en a animé quelques-unes, pas beaucoup, hein. En 4 ans, on a dû en amener 5, où effectivement la question se posait. Et dans ce cas-là, la chef de service a été contactée par l'équipe, c'est du rapport avec nous. Et on vient 1 ou 2 fois, enfin tant qu'il y a encore des questions, sur une matinée, une après-midi, pour trouver ensemble l'attitude adaptée pour faire pas face dans l'hébergement à l'attitude de la personne. Et bon, la dernière note était plus une observation, c'est la difficulté d'obtenir l'adhésion de la personne à votre intervention. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut venir en renfort de la travailleuse sociale. La travailleuse sociale nous présente en disant la prochaine fois à notre rendez-vous, il y aura une personne qui vient m'aider à mieux vous suivre, à faire en sorte que votre situation s'améliore. Sans nous présenter du soin, sans rien. Juste, nous sommes une collègue, une personne en renfort ou des personnes en renfort. C'est tout pour le fil de discussion, Aurélie. Oui, merci beaucoup. En plus, on arrive à la fin de l'heure déjà. En tout cas, je voulais vous remercier, Madame Chevalier, d'avoir pris le temps de partager vos missions de votre dispositif qui est fort utile à la population yvelinoise. Et merci à tous d'avoir été présents et pour vos questions qui ont permis d'échanger, même autour de cas pratiques aussi, mieux illustrer les missions de l'MPP. Donc, on se retrouve le 19 mars pour le prochain Flash Chanté qui portera sur les 3 HAD de notre territoire. Et je tenais aussi à vous informer qu'il y en aura un début avril, un Flash Chanté édition spéciale pour les 2 ans du DAC, où ça sera l'occasion de représenter nos missions et d'échanger ensemble. Voilà. Merci à tous et passez une bonne après-midi.